L'être humain a tendance à essayer à détourner toutes les choses qu'il trouve dans la vie courante à des fins malveillantes, que ce soit dans le domaine informatique ou dans tous les autres domaines. Beaucoup d'inventions ont été faites pour aider l'humanité, alors que certaines personnes vont utiliser ces inventions à des fins malveillantes. Ça peut être pour faire du vol, pour faire des détournements, pour faire du mal à autrui, pour espionner les gens. Et le domaine de l'informatique ne se distingue pas des autres domaines. C'est pour cela qu'il y a eu une nouvelle notion, disons, de crime qui est apparue avec la généralisation de l'outil informatique, qu'on appelle la cybercriminalité. La cybercriminalité est généralement considérée comme un nouveau domaine dans le domaine du droit pénal. Alors, il faut savoir que le terme cybercriminalité est apparu très récemment dans le vocabulaire juridique algérien. Au départ, il fallait savoir qu'il y avait beaucoup d'infractions liées au cyberespace. Et il faut savoir que ces infractions sont évolutives. Et en termes juridiques, une seule définition est insuffisante pour englober toutes ces infractions. C'est pour cela qu'on va retrouver plusieurs définitions dans la doctrine qui vont utiliser différents critères. Donc, on va avoir déjà certaines définitions qui vont être basées sur l'outil. Donc là, eux se basent sur le critère matériel. Bon, les gens qui sont pour ce type de définition vont vous dire que la cybercriminalité, c'est tout simplement toute infraction qui a été commise grâce à un ordinateur ou à un système informatique. Ça veut dire que si vous utilisez un ordinateur pour faire une infraction, c'est de la cybercriminalité, quelle que soit l'infraction que vous allez faire. D'autres personnes ont un point de vue différent. Eux, ils vont vous dire, on va utiliser des définitions basées sur l'objectif. Ça veut dire quoi? Que la cybercriminalité pour eux est définie comme une infraction qui est propre au réseau électronique. Donc, si vous allez nuire à un réseau électronique, même si vous n'utilisez pas un ordinateur, on va considérer ça comme de la cybercriminalité. On prend comme exemple, vous allez par exemple aller détruire un réseau de télécommunications. Détruire un réseau, vous pouvez le faire sans passer par un outil informatique. Par exemple, vous allez aller détruire une fibre optique dans le but de nuire au réseau. Alors, les gens qui sont pour cette doctrine vont considérer ça comme de la cybercriminalité. Ceux qui étaient pour la première doctrine vont vous dire non, ça c'est pas de la cybercriminalité, c'est uniquement du sabotage d'une infrastructure publique. Maintenant, il y a une troisième doctrine. Cette troisième doctrine va se baser sur les connaissances professionnelles de l'auteur. Donc là, c'est ce qu'on appelle le critère personnel. Donc là, cette définition va considérer que les infractions liées à la cybercriminalité doivent être commises par un professionnel ou bien par des gens qui ont des connaissances dans le domaine informatique. Ça veut dire si vous êtes quelqu'un qui a des connaissances dans le domaine informatique et vous faites une infraction qui est liée à ce domaine, on considérera ça comme étant de la cybercriminalité. Il faut savoir que les personnes qui optent pour cette troisième doctrine ne sont pas très nombreuses. Maintenant, si on veut résumer les choses, donc on peut dire que la cybercriminalité, c'est quoi? C'est tout simplement un ensemble d'actes illicites qui sont commis dans le cyberespace grâce aux outils TIC. Donc les outils TIC, ce n'est pas uniquement l'ordinateur, ça peut être l'ordinateur, ça peut être votre téléphone, ou bien tout outil que vous allez utiliser qui vous permet d'avoir un accès au réseau de télécom, ou bien au réseau électronique de manière générale. Ça peut être votre console de jeu. Il faut savoir aussi que la cybercriminalité reste quand même un délit ou une infraction qui a une nature assez spéciale. Pourquoi est-ce qu'il a une nature assez spéciale? Parce que son objet généralement est différent de l'infraction traditionnelle.
On sait pertinemment que l'infraction traditionnelle se caractérise par un objet matériel. On avait dit l'objet de votre crime. Qu'est-ce que vous avez fait? Par contre, en matière de cybercriminalité, l'objet du crime reste virtuel. Donc, c'est un objet non palpable. Il faut savoir que cet avis n'est pas forcément vrai à 100%, car on peut retrouver des infractions traditionnelles qui sont commises dans le cyberespace, dont l'objet est matériel. Si on prend un exemple, le détournement d'un véhicule. Vous allez faire ça dans le cyberespace, mais l'objet est matériel, il est physique. Donc, il faut savoir que les infractions liées au cyberespace peuvent être limitées à deux types, et ceci conformément à leur objet. Donc, on peut parler d'infractions qui sont commises grâce à un système informatique. Dans ce cas-là, on va figurer le système et les moyens de l'infraction, et non pas l'objet. Donc, monsieur, l'objet peut être physique ou logique, mais l'outil est toujours logique pour une cybercriminelle. Pardon, vous pouvez répéter s'il vous plaît? Comment, monsieur? Vous pouvez répéter. Monsieur, l'objet est soit physique ou logique, mais l'outil doit être logique pour dire que c'est un acte cybercriminel. Non, l'outil n'est pas forcément logique. L'outil, il est matériel. Je vous donne un exemple. Le PC que vous allez utiliser, il est matériel, il n'est pas logique. Parce qu'en termes de droit, l'outil, qu'est-ce qu'on considère? C'est l'objet avec lequel vous avez fait votre infraction. Et votre PC n'est pas logique, c'est un outil physique. Est-ce que c'est clair, Richard? Oui, monsieur. Alors, ce que je disais, nous allons avoir deux types d'infractions. Donc là, le système devient le moyen et non pas l'objet. Et dans ce cas de figure, on a ce qu'on appelle les formes traditionnelles de criminalité, par exemple. Alors, ce qu'on peut faire, ça peut avoir une forme traditionnelle. Par exemple, tout ce qui est fraude, falsification. Par exemple, quelqu'un qui va falsifier de la monnaie, quelqu'un qui va falsifier une pièce d'identité. Il va utiliser un outil informatique où il va scanner un document original, il va le modifier en utilisant des logiciels. Ensuite, il va le réimprimer. Faire une escroquerie, fabriquer des fausses cartes de paiement. Ou bien, tout ce qui est vol. Donc là, le vol, ça va être un vol matériel. Par exemple, l'exemple qui a été donné par Benkoua, voler un disque dur. Là, c'est, si vous voulez, une infraction commise grâce à un système informatique. Donc, la deuxième catégorie, toujours dans le cas où l'infraction est commise grâce à un système informatique, c'est ce qu'on appelle la diffusion de contenu illicite.
Alors, quand on parle de diffusion de contenu illicite, bon, par voie électronique, évidemment, alors, on peut citer comme exemple la pédopornographie, par exemple. Qui est pratiquement interdite dans la majorité des pays du monde. Vous pouvez citer par exemple des contenus incitant à la violence, etc. Donc tout ça, c'est l'outil informatique qui a été le moyen pour commettre ce type d'infraction. Maintenant, nous avons la deuxième catégorie d'infractions, c'est les infractions commises contre l'outil informatique. Plutôt contre le système informatique. Et là, c'est ce qu'on appelle les infractions propres au réseau électronique et système informatique. Là, c'est le système qui devient l'objet de l'infraction. Il n'est plus en quelque sorte le moyen, mais ça devient l'objet. Donc, on a ciblé le système en lui-même. Voilà, en d'autres termes, comment est-ce que le législateur algérien voit la cybercriminalité. Soit on utilise l'outil informatique pour commettre le crime, soit c'est le système informatique qui est l'objet du crime. Alors, il faut savoir que la cybercriminalité dans le code pénal algérien a été citée dans le code pénal à partir de 2004. Et là, ils ont appelé ça atteinte au système de traitement automatisé de données. Donc, ils l'ont qualifié par ce qu'on appelle le STAD. Donc, atteinte au Alors, une seconde, je vais ouvrir le code pénal. Ça va vous permettre de voir directement les articles. Le temps de télécharger. Alors, il faut savoir déjà que dans le code pénal algérien, il y a une absence totale de définition juridique de l'infraction. Donc, ils n'ont pas défini c'est quoi. On va retrouver que les sanctions des différentes infractions. Mais on peut dire que c'est un ensemble de données numérisées dont le traitement est assuré par un système automatisé. Voilà un peu comment le législateur algérien voit la chose. Pour lui, c'est tout simplement des données numérisées qui sont traitées par des systèmes automatisés. Donc, le premier article qui parle de ça, c'est l'article 394 bis. Donc, on va aller rapidement vers la première partie. Alors, qui peut me dire c'est quoi cette histoire de bis, terre, etc. qu'on voit un peu partout? Voilà, par exemple, ici, vous voyez quater, quinquième, sixième, avec un article qui porte le même nom.
Les À votre avis, ça veut dire quoi? Pourquoi des articles portent le même numéro? Les modifications de l'article. Alors, ce n'est pas vraiment les modifications proprement dit. Alors, il faut savoir que généralement, le code pénal, il a été écrit, disons, en 2004 ou bien 2003, enfin, bah, peu importe. Des fois, on apporte des modifications à ces codes. Donc, quand on apporte des modifications, qu'est-ce qu'on fait? Soit on rajoute des articles, soit on supprime des articles. Les pays anglo-saxons, quand ils rajoutent ou ils suppriment, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont renuméroter tous les articles. Certains pays, tels que les Français, etc., dont s'inspirent les Algériens, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, on ne va pas forcément renuméroter, mais on va rajouter un article qui porte le même nom. Mais si on atteint un certain seuil de modification, on est obligé de tout réécrire pour plus de clarté. En Algérie, qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, il y avait le 394 qui était là. Il a été abrogé. Abrogé, ça veut dire supprimé. Ils ne vont pas affecter le numéro à un autre article. Ils vont laisser 394 abrogé. Par exemple, si vous regardez à ce niveau-là, le 389 existe en plusieurs exemplaires. Ensuite, le 390 abrogé, supprimé, 91, 92, 93, 94, ils les ont supprimés. Mais ils ont rajouté un autre 394. Un autre article. Ils ne vont pas lui donner les numéros des anciens, mais ils vont l'appeler 394 deuxième, donc bis. S'ils rajoutent un autre, 394 troisième, 394 quatrième. Pourquoi? Alors, la question qui se pose, pourquoi est-ce qu'ils vont faire ça? Alors, le seul argument que vous allez avoir de la part des juristes ou bien du ministère de la Justice, c'est de vous dire, les avocats ont appris le code pénal avec les numéros. Donc, on va le renuméroter. Ils devront le réapprendre en dagaoujdé, donc pour éviter de chambouler tout le système juridique ou les juges, etc. Donc, on préfère tout simplement garder les anciens numéros et rajouter des compléments de cette manière. Ce sera plus facile pour nos magistrats d'apprendre. Mais résultat des cours, ça va vous donner un code pénal tellement mkhallat en termes de numérotation que ce n'est pas évident de vous retrouver. Donc, au lieu d'avoir des articles numérotés normalement, vous allez avoir sauté, par exemple, si je prends l'exemple qui est là, on saute du 389 directement vers le 394, deuxième. Alors, si on commençait à dire c'est leur travail, il y a beaucoup d'Algériens qui ne font pas leur travail. Donc, pour se simplifier la vie, tout simplement, ils ne vont pas renuméroter le code pénal parce que vous allez avoir, si vous le renumérotez, avec les juges, les avocats, etc. Donc, bon, ce que je dis généralement, c'est des littéraires, bon, je sais que ça ne se dit pas, mais bon. Pour eux, ça leur facilite la vie. Alors, quand vous allez voir bis, terre, etc., ça veut dire tout simplement, c'est des articles qui ont été rajoutés et ils n'ont pas jugé utile de renuméroter dans une loi ou bien dans un code. Donc, pour se simplifier la vie, au lieu de refaire tout et de tout renuméroter, ils ont rajouté 394 deuxième, troisième, etc. Vous me direz, pourquoi ils ne l'ont pas rajouté à la fin? Tout simplement parce que généralement, une loi ou bien un décret ou bien un code, il est organisé par chapitre. Donc, s'il y a un chapitre, par exemple, si vous voyez le titre de ce chapitre, alors vous remarquez, cette section, c'est la section 7. Même problème, section 7 bis. C'est la deuxième section 7. Ça veut dire, dans ce code, il y a 2 fois la section 7. La section 7 première qui parle d'autre chose et la section 7 qui nous intéresse qui parle d'atteinte au système de traitement automatisé des données. Donc, la question qui se pose, pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis ici? Parce qu'il ne peut pas y avoir 2 sections différentes qui vont traiter de la même chose. Au moins, ils ont respecté ça. Donc, ils sont obligés de mettre les articles dans la partie qui traite de la cybercriminalité. Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'ils font? Ils ramènent les articles, ils les mettent à l'intérieur. Comme après le 394, il doit y avoir un 395 ailleurs. Donc, ils ne peuvent pas... Alors, après, vous voyez le 395 qui est dans la section 8, qui parle de la destruction et des dommages, etc. Des moyens de transport. Donc, ils ne peuvent pas utiliser le 395. Qu'est-ce qu'ils font?
ils vont les appeler gars 394. Ou باش ما تتلفلهمش 394 deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. يقدروا يلحقوا لكم حتى ل 20e. Vous pouvez avoir 20 articles 394 tout simplement pour que la vie soit facile pour eux. Alors, on va essayer de lire les articles pour comprendre qu'est-ce qui est puni dans la loi algérienne. Alors, le premier article de 394.2, parce qu'avant il y avait un 394 qu'ils ont supprimé. Alors, le premier 394, il parlait de quoi déjà? Alors, c'est le 5e. Je pense que ça n'a rien à voir avec le traitement automatisé des données, effectivement. Ça parlait carrément d'autre chose. Ça parlait de contrefaçon. Alors, là, qu'est-ce qu'on vous dit? Est puni d'une amende, d'une peine de prison de 3 mois à 1 année et d'une amende de 50 000 à 100 000 dinars. Donc, c'est soit la prison, soit l'amende, ou bien les deux en même temps. Vous remarquez, comme on l'avait dit durant les cours précédents, le juge est limité dans ses jugements. On lui dit c'est entre 3 mois à 1 an. Il a cette manière, si vous voulez, cette latitude de définir la durée, mais dans un intervalle fermé. Même chose pour l'amende, mais il peut choisir soit l'amende, soit la prison, soit les deux en même temps. Quiconque, il va faire quoi? Accède ou se maintient frauduleusement dans tout ou une partie d'un système de traitement automatisé de données ou tente de le faire. Ça veut dire quoi? Si vous essayez de pénétrer dans un système, vous risquez cette peine de prison ou bien cette amende. Si vous arrivez à le faire, c'est exactement la même chose. Après, qu'est-ce qu'on vous dit? La peine est portée au double. Ça veut dire qu'elle devient de 6 mois à 2 ans. Lorsqu'il en résulte soit la suppression, soit la modification des données contenues dans le système. Ça veut dire si vous rentrez dans un système sans le modifier, donc c'est 3 mois à 1 an. Par contre, si vous rentrez, vous modifiez les données ou vous les supprimez, la peine sera portée au double. Ensuite, on vous dit, lorsqu'il en résulte une altération du fonctionnement du système, la peine est de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement et une amende de 50 000 à 150 000 dinars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si le fonctionnement du système est perturbé à cause de votre tentative ou bien à cause du fait que vous avez accédé, ça va être 6 mois à 2 ans de prison. Ensuite, ils ont rajouté un autre article. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Maintenant, ça devient de 6 mois à 3 ans de prison et de 500 000 à 2 millions de dinars. Quiconque introduit frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé, automatisé ou supprime ou modifie frauduleusement les données qu'il contient. Donc là, c'est quoi la différence entre le premier et le deuxième? Le premier, on vous disait tout simplement, vous avez tenté d'accéder ou vous avez accédé. Mais lorsque que vous avez accédé à ce système de manière illégale, il en a résulté une altération des données. Ça veut dire que votre but n'était pas d'altérer les données. Je donne un exemple. Vous tentez d'avoir accès de manière illégale à une base de données, mais en ayant votre accès, votre shell a détruit une partie des données sans faire exprès. Là, vous êtes dans le premier article. Par contre, si vous êtes rentré et vous avez rajouté des données de manière préméditée, ou bien vous avez supprimé des données de manière préméditée, ou bien vous les avez modifiées, là, vous tombez dans le deuxième article où c'est 6 mois à 3 ans de prison. Maintenant, le quatrième 394, qu'est-ce qu'on vous dit? Est puni d'un emprisonnement de 2 mois à 3 ans de prison et d'une amende d'1 million à 5 millions de dinars, quiconque volontairement et frauduleusement, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il conçoit, il recherche, il rassemble, il met à disposition, diffuse ou commercialise des données qui sont stockées, traitées ou transmises par un système automatique et par lesquelles les infractions prévues par la présente section peuvent être commises. Alors, ça veut dire, si en d'autres termes, vous manipulez des données grâce auxquelles on peut commettre les infractions
qui figurent dans ce code pénal. Alors, qui peut me donner un exemple de ces données? On parle du premier point pour le moment. On parle de ça. Pourtant, c'est des données que vous manipulez, vous, tous les jours, pratiquement. Pas forcément. Pas uniquement. Non plus. Les Facebook Data, mais quel Facebook Data? Messagerie de qui? Mais quoi? D'accord, mais c'est pas évident à avoir. Mademoiselle Yakar, est-ce que vous êtes là? Alors, selon vous, c'est quel type de données? Zitouni. Oui, monsieur. Alors, à votre avis? Les données d'user, par exemple, qui m'a data science, par exemple, donc les collectifs ou les données, là. Ah, vous êtes parti trop loin. Essayez de voir plus proche. Je vous ai dit, c'est des données que vous manipulez tous les jours. Vous les avez chez vous. Les données du compte personnel. Alors, Et il moi, faut pas- savoir une chose. Attendez. Il faut savoir une chose. Au sens de la présente loi, une application est une donnée, hein. Oui, mais la base de données de Watkins n'est pas une... comment dirais-je? N'est pas une donnée qui va être utilisée pour commettre des infractions. Lisez bien ce qu'on vous dit. Lisez, attendez. Toute personne qui va concevoir, rechercher, rassembler, ou donner à, mettre à disposition, ça veut dire donner à autrui, diffuser ou commercialiser des données qui sont stockées, qui sont traitées, ou bien qui sont transmises par un système d'information. Et grâce à ces données, on peut commettre des infractions. Ça veut dire quoi comme infraction? Ça veut dire qu'on peut accéder illégalement à d'autres systèmes, ou bien on peut modifier les données de notre système. Alors, il y a les codes sources, tu as les autres. Mais les codes sources des autres, est-ce que vous allez pouvoir le concevoir? Non. On vous dit concevoir, rechercher ou rassembler. Ça, vous pouvez le chercher. On est d'accord. Qu'est-ce que vous pouvez concevoir? Quelle est la chose que vous pouvez concevoir et grâce à laquelle on peut, par exemple, pénétrer dans un système de quelqu'un d'autre? Un code malveillant. Un code malveillant. Parfait, cher. Alors, un code malveillant. Alors, au sens de cette loi, si vous concevez un code malveillant, si vous cherchez un code malveillant, si vous rassemblez des codes malveillants, si vous les donnez à quelqu'un d'autre, si vous les commercialisez, vous êtes passible d'une amende de 2 mois à 3 ans de prison. Plutôt d'une peine d'emprisonnement de 2 mois à 3 ans de prison. Et d'une amende d'1 million à 5 millions de dinars. Si vous le faites volontairement et frauduleusement. Maintenant, en dehors des codes malveillants, vous pouvez, par exemple, ça parle d'autre chose, il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure, sniffer, par exemple, les mots de passe sur un réseau. Ensuite, vous allez les vendre à quelqu'un d'autre. Là aussi,
c'est puni par la loi. Pourquoi? Parce que vous avez cherché et rassemblé des données qui transitent, qui sont transmises par un système informatique et par lequel on peut commettre des infractions. Maintenant, la deuxième section, qu'est-ce qu'on vous dit? Détenir, révéler, divulguer ou faire usage des données obtenues par les infractions prévues dans la présente section. Ça veut dire quoi? Imaginons que quelqu'un a pu accéder de manière illégale à un système informatique. Par exemple, quelqu'un a pu pirater, disons, une base de données quelconque. Si vous allez télécharger ces données et vous les détenez, vous tombez sous la sanction de l'article 394, quatrième. Si vous révélez ces données, vous êtes puni. Si vous les divulguez aux gens, vous êtes puni. Si vous faites un usage quelconque de ces données, vous êtes puni aussi. Oui, Riyad. Alors, cette loi, elle prend en compte personne. Seulement, il peut y avoir des exceptions qu'on verra par la suite. À vrai dire, quand ils ont écrit cette loi, ils ne pensaient pas que ça pouvait être utilisé à un usage professionnel, etc. Et à vrai dire aussi, elle n'est pas appliquée de manière systématique. Elle est appliquée lorsqu'ils constatent une infraction, ils vont venir fouiner chez vous. Ensuite, ils vont essayer d'appliquer tous les articles sur la personne. Mais dans l'absolu, ils ne vont pas chercher qui est-ce qui a un virus chez lui ou autre. Alors, l'article 394, cinquième, qu'est-ce qu'il dit? Lorsque l'infraction porte atteinte, alors, évidemment, comme toutes les lois algériennes, les peines sont doublées si l'infraction porte atteinte à la défense nationale ou bien à des organismes et établissements de droit public sans préjudice de l'application de peines plus sévères. Ça veut dire quoi? Si vous vous êtes attaqué aux intérêts de l'État, par exemple, atteinte à la sûreté nationale, à la défense nationale ou autre, c'est la peine x2. Si vous vous êtes attaqué à des organismes publics, ça veut dire des ministères, des entreprises publiques, donc Sharika Wataniya ou autres, la peine elle est multipliée par 2. Par contre, si vous vous attaquez à une entreprise privée, ce n'est pas le cas. Parce que là, il précise uniquement les entreprises publiques. La dernière phrase qui dit « sans préjudice de l'application des peines plus sévères », ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a d'autres lois qui prévoient, par exemple, en cas d'atteinte à la défense nationale, bien atteinte à la sûreté de l'État, c'est des peines plus importantes que celles-ci. Ça veut dire, s'il y a des peines plus importantes, on appliquera les peines les plus importantes qui sont prévues par d'autres textes de loi. Maintenant, l'article 394, sixième, qu'est-ce qu'il dit? La personne morale qui a commis une infraction prévue par la présente section est punie d'une amende qui équivaut 5 fois le maximum de l'amende prévue par la personne physique. Ça veut dire quoi? Si l'infraction a été certes commise, par exemple, par un ingénieur ou bien par quelqu'un, mais qu'il ne l'a pas fait de son propre chef, dans le sens où il travaille dans une entreprise, par exemple chez un opérateur de téléphonie, et que c'est l'entreprise qui lui a demandé de faire ces actions malveillantes. Certes, lui, il va partir en prison, mais s'il arrive à prouver que c'est l'entreprise qui lui a demandé, donc c'est elle le commanditaire, l'entreprise va payer une amende qui est 5 fois équivalent au maximum. Par exemple, pour l'article 394, c'était 5 millions de dinars le maximum. Donc, l'entreprise va payer 5 millions fois 5, donc 25 millions de dinars, l'équivalent à 2 milliards et demi. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas mettre une personne morale en prison. C'est une entreprise, vous ne pouvez pas la mettre en prison. Donc, les entreprises, généralement, c'est uniquement l'amende pour l'entreprise. Mais les personnes physiques qui représentent l'entreprise, eux, vont aller en prison. Alors, l'article 394, septième, qu'est-ce qu'il dit? Quiconque participe à un groupement
Alors, quiconque participe à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions prévues par la présente section, est puni des peines prévues pour l'infraction elle-même. Donc, je répète, ça veut dire quoi? Imaginons que Benkoua, Hamdini et Ishraq se mettent d'accord pour attaquer un site web. Alors, pour répondre à Benkoua, la personne qui a décidé aussi va écoper des peines prévues par la loi. Ça, c'est clair. Et là, on est dans ce cas. Imaginons que, j'avais dit, Ishraq, Benkoua, Hamdini ont décidé, par exemple, de commettre une infraction. Donc, il y a eu une entente entre eux pour attaquer un site web. Et qu'il y a des faits matériels qui prouvent qu'ils l'ont fait. Ils se sont entendus. Dans ce cas-là, ils seront punis par les peines prévues par l'infraction elle-même, même s'ils n'ont encore rien fait. Ça veut dire que c'est la préparation qui sera punie. Pourquoi? Parce qu'ils ont formé un groupe de personnes dans le but d'accomplir cette action malveillante. Alors, mais le fait qu'ils se soient entendus, ça veut dire le fait qu'ils aient parlé sans rien préparer, ils ne peuvent pas être sanctionnés. C'est pour ça qu'on dit, à ce niveau-là, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels. Alors, les faits matériels, ça peut être quoi? Ça peut être déjà le fait qu'ils aient préparé leur machine, qu'ils ont commencé à scanner, par exemple, leur cible, qu'ils aient commencé à préparer des exploits, mais ils ne sont pas encore passés à l'acte, donc ils n'ont rien fait contre la victime. C'est ça l'effet matériel que peut constater, si vous voulez, la personne qui fait l'enquête. Ensuite, l'article 394. On vous dit, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, ça veut dire sans nuire aux droits des personnes autres qui sont de bonne foi, donc qui n'ont pas participé ou bien qui ne savaient pas qu'il allait y avoir cette infraction, il sera procédé à la confiscation des instruments, programmes et des moyens utilisés pour la commission de l'infraction, ainsi qu'à la fermeture des sites, objets de l'une des infractions prévues par la présente section et des locaux et lieux d'exploitation dans le cas où le propriétaire en est informé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque vous allez commettre une des infractions citées plus haut, que ce soit que vous la fassiez seul ou bien avec un groupe de personnes, on va vous confisquer votre PC, les programmes que vous avez utilisés et tous les moyens qui étaient disponibles chez vous au moment où vous avez fait cette infraction. Maintenant, si vous avez utilisé un site web pour faire l'infraction et que le site vous appartient, ils vont fermer le site. Si, par exemple, vous avez utilisé un local ou un lieu, par exemple, je ne sais pas moi, un cybercafé ou bien carrément un magasin à partir duquel vous avez commis votre infraction, si le magasin vous appartient, c'est clair qu'il va être saisi. Maintenant, s'il appartient à une tierce personne, dans le cas d'un cybercafé, s'ils arrivent à prouver que le propriétaire était informé, donc il savait que vous venez chez lui pour pirater, là, automatiquement, ils vont procéder à la fermeture définitive du magasin. Donc, il n'aura plus le droit d'exercer. Maintenant, s'il n'était pas au courant, donc c'était à son insu, c'est pour ça qu'on parle de tiers de bonne foi. Donc, lui, il était de bonne foi, il vous a loué, par exemple, une machine dans un cyber tel qu'il le loue à tout le monde, mais que vous avez abusé de sa confiance pour commettre un acte illégal. Dans ce cas-là, lui, il ne risque rien. Ensuite, on vous dit, la tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines prévues par le délit lui-même. Ça veut dire quoi? Si vous tentez d'attaquer mais que vous ne réussissez pas, vous allez subir la même peine que quelqu'un qui a attaqué et qui a réussi. Voilà tout ce que dit le code pénal algérien en matière de cybercriminalité. Et là, vous pouvez constater que le code pénal algérien est très pauvre
en matière de cybercriminalité, il n'y a pas grand-chose. Donc, il n'y a pas de définition, on ne sait pas quels sont les objets, on ne sait pas qu'est-ce qui est défini correctement, c'est quoi un réseau informatique qui n'est pas défini. Donc, c'est un texte qui a été fait dans l'urgence à l'époque pour pallier à certains crimes qui ont eu lieu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des opérations, des tentatives de piratage informatique, il y a eu même des piratages, et les juges étaient point et maniés. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucun texte. À quoi on va condamner la personne? Est-ce qu'on la condamne pour vol? Quel est l'objet du vol? Elle n'a rien volé. Il est rentré dans un système, il l'a arrêté. Il l'a traité sur le site web, il l'a déformé. On va le condamner pourquoi? Dans ce cas-là, donc c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont pendu ça dans l'urgence. Et vous remarquez que c'est très généraliste. Juste, au contraire, ça ne peut pas être détourné facilement parce que c'est très généraliste. Donc c'est un fourre-tout, à vrai dire. Ils peuvent vous accuser de n'importe quoi en utilisant ces articles parce qu'ils ne sont pas précis. Et c'est ce qu'ils ont fait pendant très longtemps. Donc, quelqu'un qui détourne une ligne téléphonique, c'est un système de traitement automatisé des données. On peut le mettre ici, etc. Par la suite, la cybercriminalité a vraiment évolué. Et là, les articles qui sont là n'étaient pas suffisants. Donc, ils ont créé une loi qui s'appelle la loi 0904 du 5 août 2009, qui portant sur les règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication. On va essayer de voir cette loi ensemble. Et là, vous allez découvrir, quand je vous disais que vous avez 0 anonymat sur Internet en Algérie, vous allez comprendre pourquoi. C'est une loi qui est assez intéressante et qui va vous faire comprendre pas mal de choses. Alors, il est important de lire cette loi dans le détail. Alors, d'abord, cette loi, l'objet de la loi, on vous dit la loi vise à mettre en place des règles particulières de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication. Cette loi n'annule pas le code pénal, elle vient en complément de ce code pénal, que les choses soient claires. Alors, là, au moins, ils ont pensé à mettre une partie définition. Alors, et là, pour la partie définition, regardez comment ça commence. Au sens de la présente loi, on entend par. Ça veut dire que ces définitions ne s'appliquent qu'à cette loi. Alors, il faut savoir qu'en termes de terminologie dans les lois, vous avez deux manières de faire les choses. Soit vous avez un article qui dit définition tout court, donc c'est applicable à l'ensemble des lois. Donc, ça veut dire que n'importe quelle autre loi peut utiliser ce terme. Ou bien on vous dit au sens de la présente loi, on n'entend pas, ça veut dire que la portée de la définition se limite à cette loi. Ça veut dire le même terme, il peut être défini autrement dans une autre loi. Alors, la première définition, c'est les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que les infractions portant atteinte au système de traitement automatisé des données, telles que définies par le code pénal, ainsi que toute autre infraction commise ou dont la commission est facilitée par un système informatique ou un système de communication électronique. En d'autres termes, ils sont en train de dire que toutes les infractions qui sont dans le code pénal sont incluses dans cette définition et on rajoute à ça les autres infractions qui ne sont pas citées dans le code pénal, mais qui ont utilisé un système informatique. Ça reste très bateau comme définition et très généraliste. Ensuite, ils définissent le système informatique. Alors, c'est quoi? C'est tout dispositif isolé. Ça veut dire qu'il n'est pas connecté, ou bien un ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés qui assurent ou dont un ou plusieurs éléments assurent en exécution d'un programme un traitement automatisé de données.
Ça veut dire, pour eux, un système informatique, ça peut être un PC isolé, un ensemble de machines connectées, un ensemble de machines connectées qui travaillent en collaboration ou non, mais qui traitent des données de manière automatique. Ensuite, ils sont en train de définir ce qu'on appelle une donnée informatique. Alors, une donnée informatique, c'est quoi? C'est toute représentation de faits, d'informations ou de concepts sous une forme qui se prête à un traitement informatique, y compris un programme de nature à faire en sorte qu'un système informatique exécute une fonction. Ça veut dire quoi? Pour eux, un programme reste une donnée informatique. Maintenant, un fournisseur de services. Alors, c'est toute entité publique ou privée qui offre aux utilisateurs de ces services la possibilité de communiquer au moyen d'un système informatique ou d'un système de télécommunication. Donc, et toute autre entité traitant ou stockant des données informatiques pour ce service de communication ou ses utilisateurs. Ça veut dire quoi? Si on essaye d'utiliser un langage un peu plus commun. Un fournisseur de services, c'est toute société, qu'elle soit publique ou privée, qui va offrir aux gens la possibilité de communiquer via un système informatique. Ça veut dire celui qui offre Internet, celui qui offre la téléphonie. Donc, par exemple, Ooredoo devient un fournisseur de services, Algérie Télécom est un fournisseur de services, Mobilis est un fournisseur de services, un opérateur cloud est un fournisseur de services. Pourquoi un opérateur cloud? Parce qu'on dit et toute autre entité traitant ou stockant des données informatiques pour ce service de communication ou ses utilisateurs. Donc, même un hébergeur de site web devient un fournisseur de services. Maintenant, c'est quoi les données relatives au trafic? On vous dit que c'est toute donnée ayant trait à une communication passant par un système informatique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça peut être la donnée de la communication ou bien le descripteur de la donnée de la communication. Donc, les métadonnées de cette communication produites par ce dernier en tant qu'élément de la chaîne de communication indiquant l'origine de la communication, sa destination, l'itinéraire, l'heure, la date, la taille et la durée de la communication ainsi que le type de service. Donc, les informations de routage, ce qu'on appelle les HDR, plutôt les CDR, pardon, pour les réseaux de téléphonie mobile. Donc, toutes les métadonnées relatives aux communications ainsi que les communications sont considérées comme des données relatives au trafic. Ils définissent ensuite les communications électroniques. On vous dit que c'est toute transmission, émission ou réception de signaux, de signaux écrits, images, de sons, enregistrements et de toute nature par tout moyen électronique. Donc, une communication électronique, ça reste tout type de communication confondue. Maintenant, le champ d'application, quand est-ce qu'elle s'applique, cette loi? On vous dit conformément aux règles prévues par le Code de procédure pénale et par la présente loi, etc. Il peut être procédé pour des... donc, cette loi va s'appliquer dans tous les cas de figure. Comment vous expliquer ça? Alors, d'abord, le but de cette loi. Le but de cette loi, déjà, c'est de faire de la surveillance électronique et de faire, si vous voulez, appliquer certaines règles très strictes. C'est pour cela qu'on vous dit, conformément aux règles prévues par le Code de procédure pénale et par la présente loi, et sous réserve des dispositions légales garantissant le secret des correspondances et des communications, donc il y a des lois qui garantissent le secret de vos correspondances, il peut être procédé pour les impératifs de la protection de l'ordre public, c'est-à-dire pour protéger la sécurité, la sûreté publique et la sécurité, et pour les besoins d'enquête, donc s'ils doivent faire des enquêtes, ou des informations judiciaires en cours. Une information judiciaire en cours, ça veut dire c'est une enquête qui est au niveau du tribunal, à la mise en place d'un dispositif technique
pour effectuer des opérations de surveillance de communication électronique. Ça veut dire qu'ils peuvent vous mettre sous écoute ou bien mettre vos communications Internet sous écoute. Donc, surveiller votre trafic Internet ou bien votre trafic téléphonique. C'est pour ça qu'ils utilisent le terme communication électronique. Ils peuvent collecter et enregistrer en temps réel le contenu de vos communications électroniques, comme ils peuvent perquisitionner et saisir votre système informatique. Bon, je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Le chapitre 2, on va le commencer la prochaine fois, parce que là, on ne pourra pas l'arrêter au milieu. Si vous n'avez pas de questions, on arrête là pour le moment.